Nous sommes le 18 novembre 2016, un adolescent de 15 ans tombe amoureux d'une fille de son école. On peut penser que le premier amour est souvent une bonne chose, mais la suite des événements sera malheureusement tragique. Eh bien salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Je sors des vidéos tous les dimanches à 18h sur des histoires vraies, donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et sans plus attendre, c'est parti. Notre histoire se déroule dans un lycée à Lawrence, au Massachusetts. Nous sommes avec Matthew Borge, c'est un lycéen lambda, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un jeune homme assez discret, il grandit dans un climat familial banal. Le premier changement qu'on peut noter, c'est la rencontre de Leilani de Jésus. C'est un coup de cœur pour ces deux adolescents, ils sont jeunes et ils commencent à discuter, et après quelques rendez-vous, les deux se mettent ensemble. La relation commence bien, mais plus les jours avancent, plus Leilani remarque un trait de caractère assez spécial chez Matthew. Même si de base il est de nature calme et discret, ça lui arrive d'avoir des crises de colère, souvent liées à la jalousie. Malgré ça, ils vont quand même rester 9 mois ensemble, et se voir presque tous les jours, et pour cause, Matthew est possessif. Il se dit que plus il passe de temps avec sa bien-aimée, moins elle a le temps d'aller voir ailleurs. C'est une façon de penser assez spéciale, mais bon, ils sont jeunes, pourquoi pas. Ils partagent même un journal intime où les deux doivent écrire leurs sentiments l'un pour l'autre. Mais un jour, Matthew arrive à la cafétéria et voit sa petite amie rigoler avec un autre homme. Cet homme, c'est Lin-Manuel Viloria Paulino. C'est un ami en commun des deux, mais notre adolescent est tellement jaloux qu'il se presse d'aller vers eux pour s'expliquer avec lui. Les deux commencent à discuter. On ne sait pas trop ce qu'il se dit, mais on remarque que Matthew s'emporte et commence à crier. Un professeur intervient et le met dehors pour le calmer tellement il est énervé. Après cette dispute, il donne une liste à sa petite amie. Dessus, on peut voir qu'il a écrit plusieurs noms de garçons, dont celui de Lee. Et selon Matthew, cette liste serait tous les amants de Leilani. Complètement parano. De son côté, Lee ne comprend pas trop pourquoi son ami se met dans des états pareils. Pour lui, ce n'est qu'une simple amie. D'ailleurs, Lee est réputé pour être une personne gentille et respectueuse. Il vit dans une grande maison avec sa mère, sa grand-mère et d'autres membres de sa famille. Malgré son jeune âge, il a un but précis en tête, celui de rentrer dans la musique. Tous les soirs après les cours, Lee écrit des textes, les fait écouter à sa grand-mère, pour qui il a un amour inconditionnel. Nous sommes le 18 novembre 2016, Lee est chez lui et passe sa soirée à écrire des textes comme à son habitude. Son portable sonne, et au bout du fil, c'est Matthew qui lui propose de venir discuter de tout ce qu'il s'est passé à la cafétéria, tout en se relaxant en fumant. Lee accepte, sort de la maison discrètement, sans le dire à personne. Malheureusement, ça sera la dernière fois que Lee sera vu en vie. Nous sommes le 19 novembre 2016, la mère de Lee monte dans sa chambre et tombe sur un spectacle assez étrange. Le lit est retourné, des objets ont été volés, mais le plus inquiétant, c'est que son fils n'est pas là. Elle trouve ça bizarre qu'il soit parti sans rien dire à personne, ce n'est pas dans son habitude. Surtout que Lee est très proche de sa famille, elle va contacter ses amis pour essayer d'avoir quelques informations. Mais son fils a disparu, personne ne sait rien, et après quelques minutes de recherche, elle a un mauvais pressentiment et contacte la police. Une fois sur place, l'enquête commence. Le voisinage est interrogé, mais c'est en visionnant les images de caméras surveillance du coin qu'on remarque que Lee a bien quitté la maison hier soir, mais il était accompagné d'un ami, et cet ami, c'était Matthew Borge. La police se dirige au domicile des Borges pour recueillir le témoignage de Matthew, étant donné que c'est la dernière personne à l'avoir vu. Après interrogatoire, il raconte que ce soir-là, après avoir invité Lee, les deux se sont expliqués, ils ont fumé un peu, et après une bonne poignée de main, les deux sont rentrés chez eux. Il précise aussi qu'il ne sait pas du tout où est son ami et qu'il reste à disposition si les enquêteurs ont besoin de lui. Par la suite, la police demande à notre jeune homme de les emmener au lieu du rendez-vous. C'est à proximité d'une rivière, mais sur place, aucun indice n'est trouvé. Les jours défilent et l'enquête n'avance pas. La police ne trouve rien et la famille est désespérée. Ils savent pertinemment que plus les jours passent, plus les chances de le retrouver en vie se rétrécissent. Nous sommes le 1er décembre 2016, un homme balade son chien le long de la rivière. Le soleil est au rendez-vous, il se pose sur un banc mais aperçoit quelque chose qui flotte sur le rivage. Par curiosité, il s'approche, mais ce qu'il découvre va rester gravé à vie dans sa mémoire. Devant lui, un corps humain vogue au bord de l'eau,
mais ce corps n'a pas de tête et les mains ont disparu. Devant cette scène horrible, l'homme appelle immédiatement la police. Une fois sur place, le corps sera emmené et analysé, et après quelques heures, le résultat tombe. Le corps retrouvé est celui de Lee Manuel, 16 ans. Les enquêteurs vont envoyer des plongeurs pour fouiller le lac et essayer de retrouver les parties du corps manquant. Le 2 décembre 2016, soit une journée après la macabre découverte, un policier tombe sur un sac en plastique flottant au bord de l'eau. Il l'attrape et ouvre le sac, et dedans, on retrouve la tête de Lee Manuel accompagnée de quelques cailloux. Sûrement pour couler le sac au fond de l'eau, les mains, elles, ne seront pas retrouvées. Après une analyse plus poussée, on découvre la cause de la mort. Lee a été poignardé plus de 70 fois. Mais le plus choquant reste à venir. Les scientifiques ne savent pas si la tête a été enlevée du corps avant ou après la mort de notre jeune homme, ce qui peut éventuellement dire que notre adolescent était sûrement conscient au moment de sa mort. Les médias divulguent les détails de l'enquête au grand jour. Toute la ville de Lawrence est choquée. Comment un crime aussi horrible peut-il avoir été commis si près de chez eux? Les gens de la ville sont même un peu paniqués. L'auteur du crime n'a toujours pas été retrouvé. Les habitants rendront hommage à Lee Manuel devant son lycée pour que tous les étudiants puissent se recueillir. En parallèle, la police mène l'enquête pour retrouver le coupable. Après avoir interrogé les élèves et les enseignants, tout le monde dit la même chose. Lee était un adolescent gentil et respectueux. Pourtant, un nom ressort assez souvent, celui de Matthew Borge. Certaines personnes étaient présentes au moment de la dispute à la cafétéria. En plus, c'est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Les soupçons sont dirigés vers notre adolescent de 15 ans. Les proches du jeune homme sont interrogés. Directement, des amis de Matthew avouent à la police que le soir de la disparition, il avait pour but d'emmener Lee loin de chez lui pour que ses camarades rentrent par effraction et lui volent des effets personnels. Ce qui colle avec les faits, parce que quand sa mère est rentrée dans la chambre de son fils, il manquait des affaires. L'interrogatoire continue et les camarades de Matthew avouent à la police qu'une fois que le vol a été effectué, Matthew a dit au téléphone « Vous pouvez prendre votre temps, j'ai tué Lee et je lui ai même découpé la tête et les mains pour que la police ne me retrouve pas. » Sur le moment, ses camarades pensent qu'il rigole, surtout qu'il a employé un ton assez ironique. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'il tient ce genre de propos. Après ses aveux, la police va se pencher sur son cas, et après perquisition, ils vont découvrir une conversation qu'il avait eue avec son ex-copine, et les propos qu'il tient sont assez étranges. Dessus, on peut lire « J'ai envie de tuer quelqu'un. Les yeux d'une personne changent dès lors où elle tue quelqu'un, et j'ai envie d'avoir ses yeux. » Avec ce message, il est suspecté d'être le meurtrier de son camarade Lee Manuel. Il se retrouve devant le juge, mais c'est compliqué, parce qu'on n'a pas vraiment de preuves physiques. On a bien les messages qui laissent penser que c'est lui, mais ce n'est pas une vraie preuve. D'autant que ses proches précisent que c'est un adolescent très respectueux, il n'a de problème avec personne, et pour eux, c'est impossible que Matthew puisse tuer l'un de ses camarades, surtout de la manière horrible que celle qui a été effectuée. Nous sommes en 2018, le procès commence. Même s'il avait 15 ans au moment des faits, il sera jugé comme un adulte en vue de la gravité de l'acte. Mais vu le manque de preuves physiques, les témoignages vont s'enchaîner. Dans un premier temps, c'est son ex-copine Leilani qui passe à la barre. Elle raconte que Matthew était très jaloux de Lee. Après ça, ce sont ses camarades qui témoignent. Ils racontent que Matthew leur a confié avoir tué Lee. Mais les avocats vont jouer sur le manque de preuves pour essayer de sauver notre jeune homme. Après tout, ça reste que des témoignages, mais une nouvelle preuve fait son arrivée, et celle-ci est de taille. C'est le journal intime de Matthew. Dedans, il est écrit tout ce qu'il fait de ses journées, tout ce qu'il pense. S'il a vraiment tué quelqu'un, logiquement c'est écrit dedans. Le journal intime est analysé, et dedans, il est écrit le procédé exact de la mort de Lee, comment il a procédé à ce meurtre. Il est écrit « Ramener Lee près de la rivière, prétend ne vouloir s'excuser, fumer et boire pour l'amadouer, le tuer, le mettre dans un sac et surtout prendre des affaires jetables. » Avec ces informations, on comprend très vite que le meurtre était prémédité, surtout que les détails exacts du crime n'ont pas été divulgués, seul l'auteur peut savoir comment s'est déroulé le meurtre. Avec ces preuves, Matthew est condamné, la mère de Lee témoigne à son tour, elle exige que Matthew passe sa vie en prison, il ne doit plus avoir l'opportunité de tuer, elle réclame la peine maximale. Finalement la sanction tombe, et après débat, Matthew Borge est condamné à 30 ans de prison.
Ça paraît bizarre pour un meurtrier de ne pas avoir la peine maximale, mais vu qu'il était mineur au moment des faits, il va passer entre les mailles du filet. De son côté, Matthew ne dit rien. Il écoute et applique ce qu'on lui dit de faire. À l'heure actuelle, il est en prison, mais sortira lors de son 45e anniversaire et pourra mener une vie paisible, là où l'Immanuel n'a pas eu cette même chance. Nous voici sur cette fin de vidéo, j'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si le contenu vous plaît. Mais en attendant, n'oubliez pas, le plus important, c'est tous les dimanches à 18 h sur la page de Hitchkim. Et sur ce, c'est ciao!